Au cours des dernières années, SpaceX est passé d'un champ au Texas à la mise en orbite des prototypes de fusées les plus sophistiqués jamais construits. Musk envisage idéalement que 1000 Starship quittent la Terre tous les 2 ans afin d'aider la première migration permanente de l'humanité vers une autre planète, la planète Mars bien sûr. Il a également l'intention de manipuler ces vaisseaux spatiaux comme des avions. Chaque Starship transporte des centaines de passagers et effectue de nombreux vols chaque jour. Ce scénario sera sans aucun doute spectaculaire, mais de nombreuses personnes pensent que cet avenir passionnant est tout simplement trop fantastique pour être vrai. Un vaisseau spatial entièrement construit sera assez bruyant lors de son déploiement. Sur le booster extrêmement lourd, il y a environ 33 moteurs Raptor. Même à 8 km de distance, l'intensité sonore sera d'environ 132 décibels. Cela équivaut à quelqu'un qui manierait une tronçonneuse juste à côté de vous. Plus vous vous approchez du Starship, plus les ondes sonores sont intenses, suffisamment puissantes pour endommager une structure ou blesser une personne. Musk a été obligé de trouver une solution. C'est une solution importante, à ce point de départ. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous en saurons plus. Il y a quelque chose de fondamentalement séduisant dans le fait de transformer des plateformes pétrolières, emblèmes d'une industrie moribonde, en spatioports animés, évoquant les rêves d'une future période de simples voyages spatiaux vers la Lune ou Mars. La question est de savoir si ce désir est réaliste. Musk et SpaceX ont exposé leur vision d'un avenir dans lequel les spatioports sont situés près des grands centres mondiaux, ce qui permettrait à SpaceX d'exploiter un réseau mondial de transport hypersonique d'un point à un autre, avec des vaisseaux spatiaux transportant des passagers de Pékin à New York en une demi-heure environ. Pour que cela devienne une réalité, il faut préciser que des plateformes offshore seront utilisées, à la fois pour les lancements dans l'espace et les atterrissages, après le lancement. Mais ce n'est pas tout. Le transport terrestre à long terme est également envisageable. Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, l'entreprise a acheté 2 plateformes de forage semi-submersibles à Polari PLC pour 3,5 millions de dollars chacune. Elles ont été baptisées Demo et Phobo en référence aux 2 lunes de Mars. Musk a ensuite décrit des spatioports flottants de classe Super Heavy pour Mars, la Lune et le vol hypersonique autour de la Terre. Les plateformes pétrolières sont désormais positionnées dans le sud du Texas, près du port de Brownsville, qui se trouve à proximité de la base stellaire de SpaceX, où le Starship est en cours de développement, suite à une série de retards de la FAA dans les évaluations environnementales au sol pour le Starship. C'est un concept fantastique. Mais dans quelle mesure l'objectif de SpaceX est-il viable et comment serait-il réalisé? Il s'avère que la conversion de plateformes pétrolières offshore en spatioport n'est pas un concept nouveau. Le Luigi Broglio Orbit Center a lancé des charges utiles dans l'espace sur une plateforme pétrolière modifiée au large des côtes du Kenya, durant les années 1960 à 1980. En 1997, la société multinationale Sea Launch a converti la plateforme de forage mobile Odyssey en plateforme de lancement. Plusieurs fusées, ainsi que quelques lancements infructueux, ont envoyé des charges utiles dans l'espace depuis l'Odyssey. En 1989, le département du commerce de Floride a envisagé de construire des ports spatiaux flottants sur des plateformes offshore, mais a finalement jugé que le concept serait trop coûteux à court terme pour desservir les marchés prévus. En 1996, un rapport publié suggérait que la Russie combine sa conception de fusée soviétique AGL avec la meilleure technologie de plateforme pétrolière, ce qui pourrait créer une méthode entièrement nouvelle de mise en orbite de gros satellites. Dans l'ensemble, Nick Kova, professeur de droit à l'Institut scandinave de droit maritime, a mené une étude approfondie sur les sites de lancement en mer et leurs ramifications juridiques et technologiques. Ce qui est vraiment unique dans les programmes de SpaceX, a-t-elle expliqué dans un email, à savoir que tous les autres projets ont envoyé de minuscules satellites en orbite et quelques objets suborbitaux. En attendant, SpaceX a l'intention de réaliser des missions vers la Lune, Mars et sur des orbites supersoniques autour de la Terre, dont certaines transporteront des personnes, ce qui est considérablement différent des précédentes bonnes entreprises. Si ce fantasme tentant devient une réalité, il transformera le secteur spatial de diverses manières, notamment en produisant des perturbations et du bruit autour des spatioports bondés de navires spatiaux, avec des décollages cacophoniques et des bangs soniques des vaisseaux qui reviennent. C'est pourquoi SpaceX expérimente, entre autres, des lancements et des atterrissages en mer moins perturbateurs. Il est évident que le lancement sur l'océan peut apporter des avantages stratégiques, tels que la réduction des risques pour la sécurité publique, l'interférence avec le trafic aérien, la limitation du bruit et des perturbations pour les populations adjacentes. Dans un email, Sarah Langston, professeur adjoint des opérations de vol spatial à l'université aéronautique Embry-Riddle, a déclaré « Selon Nicolas, les plateformes Mobile Oil peuvent aussi être simplement déplacées vers de nouveaux sites en fonction des exigences des missions spatiales. » Elle a toutefois prévenu qu'elle n'était pas une experte de la conversion des plateformes pétrolières offshore et des spatioports. Elle a déclaré que les plateformes pétrolières ont déjà les caractéristiques requises pour les lancements en mer, elles peuvent flotter ou même être autopropulsées et sont conçues pour être stables sur l'eau. Toutefois, l'entreprise a déclaré qu'elle devait disposer d'une technique permettant de stabiliser la plateforme pour le lancement, ainsi que de quelques bateaux de soutien. Je suppose que c'est pour garantir que quelqu'un initie et contrôle le lancement, ce qui ne peut être fait à proximité de l'appareil de lancement. Les vaisseaux spatiaux de SpaceX étant pour la plupart réutilisables, ces ports spatiaux pourraient potentiellement accueillir des atterrissages, ce qui compliquerait les plans de mise à jour des appareils de la société.
Bien que SpaceX ait réalisé de multiples atterrissages robotisés de ses fusées dans l'océan, les enjeux seraient bien plus élevés si un vaisseau spatial de retour transportait des humains, comme le Starship est conçu pour le faire. Enfin, Musk a déclaré qu'une tour de lancement sera construite sur l'une des deux plateformes avant la fin de l'année. Nous espérons tous voir bientôt un vaisseau spatial décoller de cette plateforme. Nous voulons avoir une capacité de lancement à Cap Kennedy et sur l'une de ces plateformes d'ici la fin de l'année. La plateforme pétrolière est actuellement en cours de rénovation et elle dispose d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères portant son nom en lettres jaunes. Le spatioport sera doté d'une tour de lancement massive capable de retenir la fusée lors de son retour d'orbite. Jusqu'à présent, Phobos et Deimos ont reçu peu d'attention. Nous devions faire fonctionner correctement les sites de lancement ici. Cela a été une tâche extrêmement difficile. Par conséquent, nous avons dépriorisé Phobos et Deimos et nous choisirons l'une d'entre elles et installerons au moins une tour de lancement, avant de construire éventuellement une capacité de lancement complète sur l'une des plateformes, plus tard dans l'année, c'est-à-dire plus tard cette année. La première plateforme fonctionnelle permettrait de créer un modèle et d'acquérir ou de construire des plateformes supplémentaires, Musk spéculant qu'il pourrait y en avoir un certain nombre. Nous utiliserons le Super Heavy pour supporter le poids et tâcherons d'attraper la fusée incroyablement lourde avec le bras du Super Heavy. Musk a déclaré que la fusée Falcon 9 possède également des griffons, qui sont utilisés pour contrôler le vaisseau spatial pendant sa chute. Les ingénieurs utiliseront la même fonction pour le Super Heavy, mais ils la modifieront pour aider le Starship à atterrir. Que pensez-vous du fait d'avoir un spatioport avec deux spatioports? Dites-nous ce que vous en pensez dans la zone de commentaires ci-dessous. Voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas que les encouragements de chacun nous motivent à développer davantage de matériel de haute qualité. Donc, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, merci de laisser un like, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de faire sonner la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci encore du fond du cœur. Nous espérons vous revoir dans l'une de ces vidéos.